5, 4, 3, 2, 1, liftoff. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. On a récemment parlé d'un satellite particulier à plus d'un titre, la Station Spatiale Internationale. Parce qu'elle mesure l'équivalent d'un terrain de football, et surtout parce que nos astronautes y vivent en permanence. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous contenter de parler d'un seul satellite, mais de près de 1500 différents. À terme, il pourrait même être près de 12 000 en orbite. La présence de ces satellites est à l'origine de nombreux débats. Décriés par les astronomes du monde entier, ils ravissent les populations qui peinent encore à recevoir Internet. Découverte aujourd'hui du projet controversé Starlink de SpaceX. Avant de découvrir pourquoi ce projet est autant décrié, attardons-nous sur son origine. Annoncé en janvier 2015, Elon Musk, PDG de SpaceX, prévoit d'envoyer 12 000 satellites en orbite entre 1100 et 1300 km d'altitude. Prévu pour émettre sur deux bandes de fréquences distinctes, les bandes Ka et Ku, ils permettront à leurs clients d'accéder à Internet en haut débit en n'importe quel point du globe. Mais SpaceX n'est pas la seule société à s'intéresser de près à l'Internet par satellite. À ce moment-là, on entend aussi parler de Worldview, plus connu aujourd'hui sous le nom de OneWeb. Eux aussi ambitionnent d'envoyer près d'1 millier de satellites pour offrir une connexion Internet n'importe où sur Terre. Face à cette concurrence, SpaceX accélère le déploiement de son service. Ils produiront des satellites simplifiés. Le choix est alors fait de ne les faire communiquer qu'en bande Ku et de les déployer sur une orbite moins élevée. Ils seront à présent lancés entre 350 et 600 km d'altitude. En 2019, le déploiement des premiers satellites est lancé. En mai, ce sont 60 prototypes de satellites qui sont envoyés. Ils n'ont pas pour objectif de remplir intégralement la mission qui doit leur être confiée, mais seulement de permettre aux équipes de SpaceX de tester concrètement le déploiement de la constellation. Les satellites ne communiquent pas entre eux, mais seulement avec les stations de la société au sol et seront désorbités une fois leur tâche de test achevée. Quelques mois plus tard, en novembre, c'est une nouvelle série de 60 satellites qui décollent de Cap Canaveral en Floride. Eux sont entièrement opérationnels. Ils forment ainsi les tout premiers éléments de la future grande constellation Starlink. Dès ce premier lancement effectué, la fureur commence à se faire entendre. Lors de leur déploiement et avant d'atteindre leur emplacement final, les satellites Starlink se déplacent en groupe, comme un train de satellites. Ils sont ponctuellement visibles dans notre ciel où que vous soyez sur Terre. Et c'est bien ce qui dérange les astronomes, amateurs comme professionnels. Un immense gâchis pour eux qui ne parviennent plus à faire leurs observations sans qu'elles ne soient perturbées par le passage d'un satellite de la constellation, voire pire, par un train tout entier, un passage qui peut parfois durer plus de 5 minutes. Ce problème ne se pose donc pas seulement durant la phase de déploiement des satellites, puisqu'une fois leur emplacement final atteint, même si leur position évite aux panneaux solaires de refléter complètement la lumière du soleil, ils resteront quand même visibles et constamment présents dans notre ciel. Face aux plaintes des astronomes, SpaceX tente de réagir. Lors du second lancement de satellites opérationnels, la société embarque sous la coiffe de son lanceur Falcon 9 un passager spécial, chargé d'expérimenter un nouveau revêtement censé être plus opaque, rendant le satellite moins réfléchissant et donc moins gênant pour l'observation nocturne. Le revêtement de ce satellite, prénommé DarkSat, se montre plutôt satisfaisant. Au vu des observations, il rend effectivement le passage de l'appareil 55% moins visible qu'avec le revêtement standard, recouvrant les satellites Starlink envoyés jusqu'alors. Malheureusement, cette avancée ne convainc pas complètement les astronomes. Le nouveau revêtement ne fait pas pour autant disparaître ces objets artificiels du ciel. Il perturbe les recherches, fausse les données et dégrade les images capturées par les télescopes du monde entier.
Entre le 11 novembre 2019, date du premier lancement de satellite opérationnel de Starlink, et aujourd'hui, au moment où j'écris ce podcast, le 24 mai 2021, 23 lancements ont eu lieu. 1323 satellites de la constellation ont été envoyés en orbite. Certains ont déjà été désorbités car présentant des défauts importants, les empêchant de remplir leur mission. Avec ce grand nombre de satellites présents en orbite, la commercialisation du service de SpaceX a d'ores et déjà débuté. Aux États-Unis, le 26 octobre dernier, en France, depuis quelques semaines. Le service est également disponible dans plusieurs autres pays de l'Union européenne depuis le début de l'année 2021. L'Internet par satellite existe pourtant depuis plusieurs années. Alors pourquoi lancer ce nouveau service? Et pourquoi un tel engouement? Ce qu'il faut savoir, c'est que les services d'accès à Internet par satellite proposés jusqu'alors nous permettaient de communiquer avec des satellites en orbite géostationnaire. On envoie en orbite géostationnaire les satellites qui effectueront une rotation autour de la Terre en 24 heures. Et qu'est-ce qui tourne sur soi-même en 24 heures? C'est la Terre. Concrètement, ces satellites restaient fixes, immobiles en n'importe quel point du globe. Ils suivaient la Terre et l'accompagnaient dans sa rotation. Là où SpaceX veut se démarquer, c'est en faisant le pari d'envoyer des satellites en masse en orbite basse terrestre, entre 350 et 600 km d'altitude, soit bien plus bas que les satellites géostationnaires, situés eux à 36 000 km de nous. L'avantage, la communication avec ces satellites sera bien plus rapide, et donc la latence d'autant plus faible. Avec un satellite en orbite géostationnaire, le signal que vous envoyez au satellite pouvait mettre près d'une demi-seconde à faire l'aller-retour entre votre ordinateur et son emplacement dans l'espace, 500 millisecondes. Avec Starlink, ce devrait être entre 25 et 35 millisecondes, soit environ 16 fois plus rapide. Ces satellites communiquent avec des stations implantées au sol tout autour du globe. En France, 3 sites ont été sélectionnés pour les accueillir. L'un à Villeneuve-d'Ornon, en Gironde, un second à Gravelines, dans le Nord, et un dernier à Saint-Seigné-de-Beuvron, dans la Manche. Pour bénéficier du service proposé par SpaceX depuis chez vous, il faudra vous munir d'un kit de réception, une parabole, un modem, le tout pour tout de même 500 €. Le prix de l'abonnement reste lui aussi encore élevé, 99 € par mois, pour profiter d'une connexion à faible latence. Il ne s'agit pour l'heure que d'une version bêta, une version test. La société indique d'ailleurs que durant cette phase de test, les débits peuvent être réduits et la latence légèrement plus élevée qu'annoncé. Aujourd'hui, SpaceX poursuit le déploiement de ses satellites de communication. Ils décollent encore régulièrement par grappe de 60 depuis la Floride. L'entrée en service de ces satellites est encore sujet à de nombreux débats. Des débats qui parfois confrontent astronomie et technologie. Le risque de collision en chaîne est également un facteur à prendre en compte. De plus en plus régulièrement, des satellites rejoignent les différentes orbites terrestres. Avec le déploiement de la constellation Starlink, ce sont près de 12 000 satellites de plus. Sommes-nous réellement capables de maîtriser sur le long terme autant de satellites en orbite ? Une chose est sûre, SpaceX reste une société privée. Une société qui ambitionne d'envoyer des hommes et des femmes sur la Lune, puis sur Mars. Une entreprise qui cherche à rentabiliser ses investissements. Le développement d'un tel projet est un moyen pour l'entreprise américaine d'avoir de nouveaux clients et de nouvelles recettes. Un petit pas pour ce projet, pour permettre à terme un bond de géant dans l'histoire de la société.